Ces dernières années, les pros et les amateurs accordent de plus en plus de soins à leurs chevaux. En témoigne le développement des centres de soins et le business qui en découle, le business des produits de santé. Nous allons en parler avec Thierry Neuzillet, le directeur du haras de la Belle-Thière. Monsieur Neuzillet, merci de me rejoindre. Virginie Cortès, communicante et magnétiseuse équine. Bienvenue madame. Isabelle Burgot, vétérinaire à l'ISCE, au Cadre Noir de Saumur. Et pour modérer cette table ronde, Valérie Dame, journaliste et spécialisée notamment dans la matière équestre. Bonjour. Les soins aux chevaux. Dans cette journée bien-être, les soins. Est-ce qu'on en fait trop? Est-ce qu'on n'en fait pas assez? Est-ce qu'on fait les bons? Thierry Neuzillet, je vais vous poser la question, mais un petit mot d'introduction. À 16 ans, vous commencez votre parcours de cavalier en concours complet. Et dès le début, vous avez toujours voulu soigner des chevaux et monter un centre de soins. Pendant votre service militaire, vous vous dites « j'aimerais bien monter un centre de soins », mais les moyens ne sont pas là. Donc, pendant 20 ans, eh bien, vous travaillez comme cadre dans de grands groupes pour pouvoir, en 2008, ouvrir ce centre, enfin l'acquérir en 2008, l'équiper et l'ouvrir en 2010, enfin. Comment vous expliquez cette trajectoire? Je ne l'explique pas trop, en fait. En préambule, merci de m'accueillir. Bonjour à tout le monde. Petit bonjour particulier à mes anciens coéquipiers de complet qui sont là, au fond de la salle, qui lèvent les bras. Voilà. Non, si vous voulez, effectivement, à la fin de mon service militaire, je n'avais pas les moyens de m'installer. Donc j'ai eu la chance de faire des rencontres formidables, tant au point de vue professionnel que du point de vue de la pratique des sports équestres. Et tout cela m'a amené à 20 ans plus tard à pouvoir avoir les moyens et les idées en place pour créer ce centre de remise en forme pour chevaux, de courses de sport et de loisirs. Alors, quels équipements? Vous êtes sur 20 hectares, mais ce sont des configurations particulières. Je crois que vous êtes sur un espace dans l'Eure où il y a beaucoup de pentes, il y a une rivière. Vous pouvez nous décrire les équipements et le cadre de ce haras? Le cadre de ce haras, c'est un ancien haras d'élevage de pur sang anglais, donc ce qui nous permet de bénéficier d'installations d'écuries confortables, puisque ce sont des boxes de poulinières suitées. Donc on a à peu près des boxes de 20 mètres carrés, grosso modo. Une vingtaine de box, et puis nous avons fait le choix d'équipements individualisés. Donc tapis immergé, tapis classique, spa, vibreur, solarium, et puis la fameuse installation dans la rivière. Nous en parlions avec M. Doumen tout à l'heure, il a été avec M. Pierre-Désiré Allaire un précurseur en la matière. Alors, quelles prestations vous proposez pour quel type de chevaux et quel moment de vie des chevaux? Il n'y a pas de moment, il n'y a pas de type de chevaux, c'est ouvert à tous les chevaux qui en ont besoin, je dirais. Donc nous avons accueilli depuis l'ouverture du centre à peu près 3000 à 3500 chevaux, toute race, tout âge, toute taille, toute discipline. Et puis, nous avons quand même trois axes d'activité. Il y a un premier axe qui est un axe de break mental et physique pour des chevaux ou des cavaliers qui en ont besoin. Alors c'est quoi? C'est en fin de parcours? Non, ce sont des gens fin de saison? Oui, ou des breaks de mi-saison, des gens qui partent en vacances et puis qui profitent de ce moment-là pour nous confier leurs chevaux. Là, on fait un petit check-up et puis on leur permet de reprendre un petit peu de morale, un petit peu de santé. Et puis ça marche très très bien parce que quand ils se retrouvent, tout le monde est détendu et normalement, les résultats sont là. En fait. Alors ça, ce sont des breaks de récupération. Vous pouvez aussi proposer de la préparation physique? Oui, de la préparation physique. Ça, c'est typiquement qu'on travaille dans toutes les disciplines. Un Jean-Michel Bazir qui débute un jeune cheval à Vincennes et puis qui se rend compte que le cheval manque de force dans le dos, manque de musculature et il nous l'envoie pour un stage de 6 à 8 semaines pour faire du renforcement musculaire, de la préparation physique, de renforcement musculaire. Il les reprend et puis 4 semaines après, les chevaux sont compétitifs. Beaucoup de jeunes chevaux ou tous Oui, âges? et justement, et là, on travaille aussi avec certains éleveurs et propriétaires dans le milieu du galop.
pour récupérer les chevaux entre la période de débourrage pré-entraînement avant de les envoyer à l'entraînement. Justement pour leur donner toutes les armes pour pouvoir supporter un entraînement qui, de par l'évolution des courses aujourd'hui, est de plus en plus intensif. Les demandes qui sont faites, les demandes physiques qui sont faites à nos chevaux et mentales, bien évidemment, puisque, comme ça a été dit tout au long de la matinée, l'un ne va pas sans l'autre. Le physique et le mental, comme sur tous les athlètes de haut niveau, sont indissociables. Donc voilà, il faut préparer les animaux à ces joutes. Quand vous les préparez justement, et pour les jeunes chevaux par exemple en particulier, est-ce qu'il vous arrive par rapport à une date qu'on vous demande de pouvoir interférer en disant je manque un petit peu de temps, il faudrait qu'on puisse compléter les soins, la préparation? Malheureusement oui, on a deux types de cure. La cure, on nous laisse une liberté totale. Moi j'ai des entraîneurs qui me disent bon, vous m'appelez quand le cheval est prêt. Alors ça c'est l'idéal. C'est la majorité? Non, malheureusement non, parce que il faut blâmer personne. Il y a les contraintes économiques étant ce qu'elles sont, et quelquefois, la majorité du temps, on travaille sous contrainte. Donc voilà, il y a des objectifs, il faut préparer le cheval pour les objectifs. Donc on travaille sur la base sous contrainte avec un rétro-planning. Et ça, c'est la configuration la plus embêtante. Et on y arrive. L'autre cas de figure, c'est le post-traumatique aussi. Oui. Alors là, on intervient, c'est le cas de figure que j'aime le moins, puisque dans toute activité, on est toujours plus efficace en préventif qu'en curatif. Malheureusement, malgré toutes les précautions qui sont prises, il y a des chevaux qui se blessent, qui ont des petits soucis, et donc là, après l'intervention du vétérinaire, on nous les envoie pour finir la revalidation et puis repréparer les chevaux pour leur activité principale de sport, de course, ou voire de retraite. D'accord. Donc, aujourd'hui, c'est un signe très important que l'on ne voyait pas il y a 10 ans quand on a commencé. Aujourd'hui, on nous demande d'aider les chevaux à avoir une belle retraite. J'ai en tête, il y a des gens dans la salle qui pourraient en témoigner, de chevaux comme Laterano. J'ai eu des chevaux de dressage, de Grand Prix de dressage qui récemment sont partis à la retraite et on nous a demandé de les préparer pour la retraite. Alors, ça, c'est très intéressant. On reviendra à la retraite tout à l'heure. Donc là, vous nous avez... Non, c'est très bien, vous avez raison de le rappeler dès maintenant. Donc, on reprend, on va rentrer dans le détail de la façon dont vous approchez les soins. Donc, vous m'avez dit, quand on a préparé cette émission, il y a quelque chose de très important. Moi, pour bien pouvoir travailler, il me faut une transparence complète sur le cheval, sur ce qu'il a vécu, sur peut-être des soins, des problèmes en terrain. Vous pouvez nous expliquer, et avec des cas concrets, peut-être ce que cela signifie, jusqu'à où ça va? C'est un travail d'équipe. Un centre de remise en forme comme le nôtre n'est qu'un petit maillon dans une longue chaîne. Et donc, plus les différents acteurs vont être transparents, plus le travail va être efficace. On ne fait pas de miracle. On essaye de faire un travail le plus intelligent et le plus sérieux possible. Donc, on essaye d'avoir un maximum d'informations sur le cheval avec lequel nous allons être amenés à travailler. Et donc, avec une collecte d'informations qui viennent du dossier médical du cheval, nous pratiquons systématiquement une visite d'entrée avec notre vétérinaire, qui est un peu le chef d'orchestre de l'équipe. C'est pour ça aussi que ça marche plutôt bien chez nous, parce que le centre de la Belle-Thière, contrairement à ce que beaucoup croient, et je voudrais casser cette idée, c'est pas Thierry Nosillet. C'est une équipe de gens compétents, d'experts. Le chef d'orchestre, c'est le vétérinaire. Il soigne, il propose, on travaille ensemble pour proposer des protocoles, mais il y a aussi des ostéopathes, des masseurs, des physios, un maréchal ferrant. Alors, ce travail d'équipe, il a toujours existé dans les filières équines en France ? Écoutez, avec un maillon en moins, qui était les centres de revalidation, un maillon qui existe aujourd'hui, mais je pense qu'on y tend de plus en plus. De toute façon, on n'a pas le choix. Si on veut être efficace, performant, il faut travailler en équipe. Il faut travailler en équipe. Le travail en équipe, ça inclut aussi le propriétaire et le cavalier ? Oui, absolument. Alors, justement, quand un propriétaire m'appelle et il me demande qu'est-ce qu'il faut faire pour envoyer un cheval chez vous, je lui dis la première chose, alors ça c'est surtout dans le milieu des courses, c'est de vous mettre d'accord avec votre entraîneur. Il faut que tout le monde soit d'accord et que tout le monde accepte l'idée. Et là on est efficace.
Parce que justement, il va falloir mettre la communication amont, la communication aval. Il va falloir beaucoup échanger. Les chevaux viennent, reviennent, peuvent revenir. Et c'est important d'avoir cet échange d'informations. Je reviens sur la transparence. Donc effectivement, il y a une équipe qui doit être informée. Et il est possible qu'on oublie volontairement ou même involontairement, en oubliant que le cheval a eu une vie avant qu'on en soit propriétaire ou cavalier. Oui, ça arrive quand on pense que nous sommes un lieu de miracle. Nous ne sommes pas très loin de Lisieux, mais quand même. Donc, il n'y a pas de miracle. Il y a un travail le plus intelligent possible. Alors, quelquefois, on nous envoie les chevaux, nous cachons une partie et des soucis. Et là, c'est un petit peu plus compliqué. D'accord. Le préventif est très important pour vous. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Est-ce qu'en France, on en fait suffisamment? On y vient. Voilà. On y vient. C'est dans l'évolution des temps. On en fait beaucoup plus que... Il y a 10 ans, je n'intervenais qu'en curatif. Aujourd'hui, on peut dire que j'interviens, enfin le centre intervient, l'équipe intervient, presque majoritairement sur des cas de préventif. Est-ce que selon les filières, l'approche de ce préventif et l'approche des soins est différente finalement? On a un peu l'impression que les filières peuvent travailler des fois un petit peu par silo. Oui, c'est un des soucis du monde du cheval. Il y a trop de silos. En fait, il y a du bon et du moins bon chez tout le monde, en fait. Donc il faudrait que nous arrivions un jour à prendre que le meilleur chez chacun. Et je crois qu'on ferait de belles avancées. Est-ce que nos voisins, justement, et anglo-saxons notamment, travaillent un peu différemment, peut-être plus dans le transversal? Mais ils sont déjà plus en avance que nous sur toutes ces méthodes-là. Je dirais que nous avons 2 retards à rattraper. Nous avons un retard à rattraper par rapport à l'humain. Et un retard à rattraper dans l'équin par rapport aux anglo-saxons, dans l'humain, parce qu'aujourd'hui, vous regardez, toutes les structures de sport professionnels sont équipées d'un centre d'entraînement et vous avez des centres de préparation physique assistés par des médecins du sport, des ostéopathes, des physios, des nutritionnistes, voilà. Donc on a ce retard-là à rattraper. Effectivement. On entend dire des fois, oui, par des gens un peu extérieurs, c'est un peu encore le monde de l'empirisme dans le monde équin. C'est plus très vrai quand même. De moins en moins, c'est ce que je vous dis. On évolue. Toutes les tables rondes depuis ce matin l'ont démontré. On avance doucement, mais on avance. Effectivement, c'est la première réflexion que le professeur Lequeux nous avait fait. Parce qu'avant de créer le centre, on a fait un petit peu le tour des leaders d'opinion. Donc Lequeux à Liège, Denoy en Normandie, Savoya à Lyon, pour un petit peu essayer de construire quelque chose d'intelligent et de cohérent. Très bien. Je voudrais revenir sur une notion parce qu'on vous amène des chevaux qui ont des problèmes et vous dites... Pas que, mais pour les chevaux qui ont des problèmes, vous dites qu'il est très important de définir une limite médicale du soin. Oui. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? C'est-à-dire qu'il faut être sûr que ce que nous allons proposer au cheval, il faut être sûr que le cheval est capable de le faire, de le réaliser. Donc nous avons 2 limites. La première limite, c'est une limite médicale qui est donnée par le dossier médical et la visite d'entrée, d'où l'importance de cette fameuse visite d'entrée, de manière à ne pas faire n'importe quoi. Et ensuite, on va définir la limite physique du cheval. Donc après avoir mis le cheval en confiance, on va le tester dans tous les équipements. Et c'est le cheval qui va nous dire ce qu'il est capable de faire ou de ne pas faire. Et donc ça va être notre base de travail. Base de travail que nous allons essayer de faire évoluer tout au long du séjour, avec l'aide du vétérinaire qui vient 1 fois par semaine, qui fait les visites d'entrée, les visites de sortie et les contrôles intermédiaires. Et dernière question, est-ce qu'avec un bon préventif sur un cheval, le bien-être et la performance sont compatibles? Est-ce que vous le voyez au quotidien? Oui. Oui, alors j'ai un exemple très précis, très récent qui est dans la tête de tout le monde. Je travaille depuis 3 ans avec des cavaliers de complet, Raphaël Cochet et Christopher Six. Et depuis 3 ans, Totem de Bresset, qui a été cette année le meilleur cheval français au championnat d'Europe, 4e, à 0,20 du podium. Christopher nous amène Totem depuis 3 ans. Et le cheval ne cesse de progresser physiquement. Et j'avais des discussions au Royal Jump cette année avec des membres du staff qui me disaient « Oh, le cheval a progressé techniquement, mais pas que ». Et s'il a progressé techniquement, c'est peut-être aussi parce que le cheval est mieux, il est mieux dans sa tête, il est mieux dans son physique, et le reste suit. Donc c'est un tout. C'est un tout. Voilà. Merci. Virginie Cortès, bonjour. Vous êtes, vous, cavalière depuis l'âge de 12 ans. Oui. Vous êtes devenue assistante vétérinaire pendant de nombreuses années. Oui.
vous avez aussi, on va dire, aidé à soigner des chevaux avec ce que vous appelez des lectures. Voilà. Et vous êtes à votre compte depuis 3 ans. Oui. Installé près de Chartres. Voilà, c'est tout à ça. fait, oui. Alors, Virginie, j'ai quelque chose à vous avouer. On devait avoir un cheval sur scène parce que Virginie m'a expliqué qu'il était plus facile d'expliquer son travail avec un cheval. J'ai pas pu l'obtenir. Il est resté au maquillage, je crois. Il est au maquillage. Bon, donc on va attendre. En attendant, il va falloir... Parce qu'il n'y a pas de cheval. Voilà, il y a des très belles images qui vont quand même défiler. On en a vu tout à l'heure aussi. Donc pour expliquer ce que vous faites, il va falloir quand même utiliser les mots. Et ce que je vous propose, c'est peut-être de prendre des cas concrets que vous avez vécus, puisque je crois que vous n'êtes pas loin de 2000 chevaux que vous avez vus. Alors... Vous m'avez parlé, par exemple, quand on a préparé, d'un cheval qui était devenu rétif. C'est un cheval de concours complet. On vous l'a amené dans quelles conditions et qu'est-ce que vous avez fait, très concrètement Alors, en fait, on me sollicite de plus en plus dans le milieu de la compétition de haut niveau. Et ça, c'est quelque chose qu'il est important de signaler, en fait. Le concours complet, beaucoup, c'est les premiers à avoir demandé à ce que je voie leurs chevaux. D'ailleurs, je rends hommage à Michel Carrero, puisque c'est le premier propriétaire qui m'a sollicité pour Quirinal de la Bastide, qui était monté par Stanislas de Zukovitch. Je suis rentrée dans le milieu du complet grâce à ce cheval-là, et j'y suis restée aujourd'hui grâce à d'autres cavaliers qui ont fait appel à moi aussi. C'est vrai que les cavaliers de complet se sont rendus compte, en fait, que la relation immédiate avec leurs chevaux en concours était vraiment super essentielle. Et qu'il fallait vraiment qu'ils se comprennent bien, parce qu'à la seconde près, ils performaient ou pas, et à la seconde près, ils avaient un accident ou pas. Donc ils se sont rendus compte vraiment que la sensibilité du cheval était très importante et qu'il fallait qu'il y ait un dialogue et une transparence. Ce cheval-là, on me l'a amené, on m'a sollicité parce qu'en fait, il avait des difficultés qu'on qualifiait de comportementales. Donc au départ, on m'a dit, bon voilà, il a des soucis de comportement, il a peur en concours. Il était devenu rétif, il l'était pas. Voilà, il a des appréhensions, etc. Il a changé de comportement. Comment ça se passe concrètement? Vous êtes allé voir le cheval, il était dans un box? Alors je suis allée voir le cheval, il était dans un box parce que j'aime bien les voir à un endroit où ils sont détendus et en liberté, entre guillemets. Donc dans le box, le cheval... a le choix de venir au contact ou bien de s'éloigner, etc. Et puis en général, il est plutôt à son aise. Quand ils sont au pré, je les vois au pré tout simplement. L'important, c'est que le cheval soit en confiance. Et en fait, alors je fais ce que j'appelle des lectures, c'est-à-dire que je fais un petit peu un bilan physique, biomécanique et émotionnel du cheval au jour où je le vois. Comment ça se passe? Vous approchez du cheval, vous êtes à 20 cm, 1 mètre, vous vous le touchez? Oui, non, je m'approche du cheval. Enfin, on se met en contact avec le cheval comme n'importe qui, quand vous rentrez dans le box d'un cheval. Alors, je travaille sur des ressentis, ça c'est important de le dire, parce que définir ce que je fais exactement et en mettant des mots qui puissent être compris par tout le monde, c'est des fois pour moi même juste compliqué. Donc, en fait, il faut se mettre en contact avec le cheval et voir un petit peu ce que le cheval va envoyer. Vous êtes en interaction? C'est ça, donc c'est des envois de zones, des zones qui sont en restriction, des zones qui sont en difficulté, des infonctionnalités, etc. Et comme je suis quelqu'un de super cartésien, je touche les chevaux après. J'ai beau avoir les ressentis qui viennent en premier lieu, je touche après les chevaux pour confirmer ces ressentis. Le fait d'avoir été aide-soignante vétérinaire en clinique pendant 15 ans et d'avoir échangé avec les vétérinaires et de le faire encore au jour d'aujourd'hui, me permet de pouvoir faire un peu la part des choses, ce qui est de mon travail, de mon ressort, donc où on est sur de l'émotionnel pur et où là c'est plus mon champ d'action, et ce qui est du ressort du vétérinaire où là ça sort de mon champ d'action. Donc il y a un travail d'équipe, on y reviendra. Mais voilà. Revenons à ce cheval rétif. Donc vous êtes en connexion avec le cheval, c'est comme s'il y avait une mémoire cellulaire finalement que vous captez sur toute l'histoire du cheval finalement. Oui, en fait, oui. Et après vous confrontez ça, vous faites des palpations. Oui, voilà. Qui confirment ou pas ce que vous avez ressenti. Oui.
Voilà. Et pour après, confirmer. il y a un travail qui s'engage, on en viendra après, avec d'autres personnes. Avec d'autres intervenants. La ouais. filière dont parlait Thierry, enfin Voilà. l'ensemble des maillons. Toute la Ce cheval-là, complémentarité. comment il s'en est, qu'est-ce qu'il est devenu, ce cheval rétif? Ce cheval, en fait, a bien évolué. Il y a eu des soins qui ont été faits dessus, qui n'étaient pas des soins que moi je pouvais faire. Donc, il a été réorienté sur un vétérinaire dans un premier lieu. Il y a des soins qui ont été mis en place. On a échangé avec le vétérinaire parce que moi j'avais ma propre lecture de certaines zones qui pour moi étaient en infonctionnalité. C'est ce que le vétérinaire retrouvait lui sur les radios, des radios qui avaient été faites avant. Donc on s'est retrouvés sur les mêmes zones. Et en fait, le cheval a été traité. Et après, il est en train de progresser, de bien évoluer. Il y a mon travail à moi qui continue et où il y a toujours un échange avec le vétérinaire. Quel est ce travail à vous qui continuez? Alors en fait, on peut. La mémoire cellulaire, c'est quelque chose de super cartésien qui existe. Et il suffit d'être en capacité de la lire et de pouvoir décrypter les informations. En fait, un cheval ou un humain, on est tous un peu comme des disques durs et tout au long de notre vie, on vient mémoriser des informations. Certaines informations, surtout quand elles sont Vous êtes traumatiques. une petite scannette, vous scannez finalement cette mémoire cellulaire? Oui, en quelque sorte. Et Nicolas Canteloup m'appelle le scanner. Il aime bien, ça l'amuse. Mais... D'accord. Mais en fait, oui, c'est un petit peu faire une lecture du corps et puis aller donner un constat et puis après dispatcher l'enveloppe qu'il faut pour chaque intervenant. Ça, c'est pour le véto, ça, c'est pour l'ostéo, ça, c'est pour le physio. Enfin, voilà. Et chacun a son champ d'action. Vous êtes demandé partout, vous intervenez partout en France et à l'étranger. On va prendre le cas d'un autre cheval parce que des fois les problèmes ne viennent pas forcément de là où on l'attend. Hein. Oui. Par exemple, on avait évoqué un cheval de CSO qui d'un coup se mettait à refuser certaines combinaisons d'obstacles. Oui. C'est pareil, vous êtes allé le voir et qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous êtes intervenu? Alors c'est pareil, on m'avait sollicité pour ce cheval qui tournait aussi à haut niveau en CSO et le cavalier et l'entraîneur et le propriétaire du cheval étaient un peu dépités parce que le cheval s'est mis à ne plus performer du tout, à montrer des signes d'inconfort au box qu'il n'arrivait pas à comprendre. Et donc, il a même commencé à s'arrêter sur les barres et avoir des difficultés qu'il n'avait pas avant sur les parcours. On m'a fait venir parce qu'au départ, on a pensé que c'était uniquement un problème émotionnel. C'est pour ça que je dis que c'est super important quand on fait de la communication. Parce qu'il faut mettre un terme, c'est pas tellement un terme où je me retrouve complètement, mais quand on fait de la communication, il faut faire très attention, il faut pas tout mettre sur l'émotionnel. Il faut déjà s'enquérir de savoir est-ce que le cheval est en capacité aujourd'hui de faire ce qu'on lui demande. Est-ce que son corps est prêt pour faire ce qu'on lui demande? Voilà, est-ce que ce corps est fonctionnel et peut le faire. Là, en l'occurrence, ce cheval-là, en fait, avait développé une sensibilité, on pensait que c'était dans les membres, il avait eu pas mal d'examens qui avaient été faits, on pensait que c'était dans l'émotionnel, et effectivement le cheval avait peur, mais parce qu'en fait il avait quelque chose que moi j'ai pu sentir dans mon champ de lecture, c'est que ce cheval avait des tensions oculaires qui étaient dues à un traumatique au niveau de la C0-C1, et ces tensions oculaires étaient entretenues par les tensions qui se mettaient de plus en plus en concours, et ces tensions oculaires, en fait, ce cheval vivait ça. Il avait notamment des difficultés sur les obstacles bleus, donc on ne comprenait pas pourquoi il bloquait sur le bleu. Il avait des difficultés sur les combinaisons. Il n'arrivait plus à faire son calcul de foulée, il se reculait beaucoup comme ça, donc le cavalier avait du mal à utiliser le cheval. Et en fait, c'était vraiment un problème oculaire. Et en fait, oui, le cheval, je demandais à ce qu'il soit vu par un ophtalmo, donc il a été envoyé dans un centre. Et effectivement, l'ophtalmo a bien écouté ma demande, m'a téléphoné avant et on a échangé. Il y a eu un traitement. Voilà, ce cheval, en fait, a maintenant un traitement à vie parce qu'il avait 2 départs de glaucome et il a un traitement à vie avec des collyres, etc. Il est retourné à la compétition, il fonctionne super bien. Même sur le bleu? Oui, même sur le bleu. Alors maintenant, il y a des mesures de soins qui sont toujours sur lui et puis je continue à le suivre en désinformation cellulaire parce que ça, c'est des séances que je peux faire aussi. Ce cheval-là, je l'ai accompagné aussi certaines fois en concours parce que ça m'arrive aussi d'accompagner les chevaux en concours. Là, je fais des séances qui sont un peu plus particulières. Ça veut dire que ça va être des séances où je prépare le cheval
émotionnellement à la discipline qu'il va devoir faire. C'est-à-dire que le complet, c'est super intéressant parce que le cheval, il faut le mettre en concentration et l'apaiser pour l'épreuve de dressage et préparer les muscles d'une certaine façon. Pour le cross, il faut plutôt le dynamiser, le rassurer et préparer aussi les muscles à la charge explosive qu'ils vont devoir. Donc ça, c'est un travail qui est en plus et qui est super intéressant. Et ce cheval-là va très très bien et le propriétaire et le cavalier sont vraiment contents. Alors un dernier cas, on va aller vite sur ce cas-là. Un cheval qui était devenu agressif, je crois même qu'il s'était mis à mordre. Oui. Comportement totalement inexpliqué. Et finalement, vous avez réussi à trouver que c'était Lyme. Mais on n'était pas du tout sur ce diagnostic-là. Comment c'est pareil, vous avez été appelé, vous êtes allé voir ce cheval? Oui, j'ai été appelée. C'était d'ailleurs le cheval en fait, d'une journaliste qui m'avait demandé d'écrire un article sur mon travail. Et je lui ai dit que c'était très difficile pour moi de te parler de mon travail et d'expliquer les choses. Et je préférais qu'elle le vive pour qu'après, elle, qui était journaliste, puisse le retranscrire avec les mots et avec les choses qu'elle avait ressenties. Donc on a fait la lecture sur ces chevaux. Et il y avait donc notamment un de ces chevaux qui avait un comportement d'agressivité qui s'était mis en place comme ça au fur et à mesure du temps. Et en fait, en faisant la lecture, ce cheval-là, le ressenti que j'avais, c'était une anomalie sanguine avec des tensions crâniennes. Mais le fait est qu'un an et demi avant, il s'était abîmé dans la porte de son box. Et, vous l'avez dit, ça? Non, du tout. Non, je veux jamais rien savoir. Quand les gens me téléphonent et viennent à moi, je ne veux rien savoir sur le cheval. Je veux juste qu'ils me disent où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il est visible, et le rendez-vous, c'est où et à quelle heure. Et après, il y a la lecture, et donc vous essayez de repérer là où ça coince, finalement. Et après, il y a la lecture et je vois ce que le cheval envoie et on met en corrélation ce que le propriétaire sait, ce que le cheval envoie, etc. Et en fait, ce cheval-là était positif Lyme, donc j'ai renvoyé sur un vétérinaire qui a fait une sérologie. Il était positif Lyme et en fait, ça faisait un moment qu'il l'était et on sait qu'il y a des transcriptions de comportements comme ça quand ils sont Lyme depuis longtemps et qu'il y a notamment des fois des comportements d'agressivité qui sont complètement inexpliqués. Ce cheval a été traité par le vétérinaire et pris en charge et aujourd'hui, il va super bien. Ces comportements-là ont complètement disparu. Alors, c'est pas pour dire que dès l'instant où il y a un problème de comportement, c'est forcément un problème de santé. Il ne faut pas confondre. J'ai plein d'autres exemples où il n'y avait pas de problème de santé et où le problème de comportement était réellement un problème de comportement. C'est juste pour dire que quand c'est un problème de comportement, c'est mon champ d'action parce que c'est ma profession et ma compétence. Et quand c'est un problème de santé, je reste bien dans mon exercice. Ça veut dire que après, c'est... Voilà, donc on a bien compris. Et comme le disait Thierry Ngénial, vous travaillez aussi en considérant qu'il y a une équipe. Donc il y a tout un maillon. Ah, oui, après, il y a le travail des vétérinaires, ostéopathes, etc. Voilà. Vous travaillez, je crois, pour des chevaux de sport ou des chevaux qui font de la compétition à haut niveau. Oui. Oui, vous confirmez ça. Et vous dites, il faut vraiment, quel que soit le cheval, le voir tel qu'il est. C'est-à-dire qu'on sait, on l'a vu ce matin, qu'il y a des notions de bien-être, il y a des choses qui sont indispensables, il faut faire du préventif, il y a des soins. Néanmoins, le bien-être d'un cheval à l'autre n'est pas forcément le même. Ils ont chacun leur personnalité. C'est ça. Oui. Quand on parle de notion de bien-être, en fait, pour les chevaux, moi, je fais vraiment une grosse différence et c'est un peu à ça que servent mes lectures. C'est-à-dire que dans la notion de bien-être, il y a quand même la notion d'individualité. Ça veut dire que le bien-être, c'est quand même une notion qui reste très personnalisée et qui n'est pas objective. Hormis les fondamentaux qu'on connaît sur les chevaux, de nourrir, de loger, etc. Il faut se rendre compte que le bien-être pour un cheval, ça ne va pas être le même pour celui d'à côté, en fait. Justement, comment vous incluez aussi le propriétaire ou le cavalier, parce que vous êtes, il y a toute une équipe de soignants, mais et le propriétaire et le cavalier, vous les associez, ils sont présents? Alors oui, ils sont présents au moment de la lecture. En fait, au moment des lectures, ce que je demande, c'est d'avoir le cavalier avec moi, parce que c'est important, on doit avoir un échange, notamment quand on est sur la biomécanique. Un cheval est capable d'envoyer la biomécanique de son cavalier, c'est-à-dire qu'en posant la main sur le dos d'un cheval, on peut savoir s'il y a eu une nouvelle selle qui est rentrée il y a 15 jours, un mois, 2 mois.
Si le cavalier a un souci au niveau du bassin, au niveau de la cheville, etc., ça, le cheval... Alors, c'est pas quelque chose de conscient, hein, le cheval n'est pas en train de faire de la délation et de me dire à l'oreille, attention, tu sais, lui, il a la cheville qui bouge et ça me dérange. Hein. Non, ça, c'est vraiment quelque chose de l'ordre de la mémoire cellulaire. C'est là où, en fait, j'ai un peu mon rôle de lecteur. Le cheval, c'est des choses qui ne conscientisent pas. Par contre, ces cellules qu'ont imprimé toute une cinétique de mouvement, que ce soit d'utilisation, etc. C'est là qu'on peut aller voir ce genre de choses. Et après, on regarde son cavalier. Et si on peut le faire sur les chevaux, on peut le faire sur les gens. Donc, on dit au cavalier, bah, effectivement, là, et on fait la même chose. On lui dit, là, il faut que tu ailles voir ton ostéopathe, parce que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et voilà. Une dernière question. Donc, oui. On parle aussi pas mal de mode, de rapprocher les chevaux, hein, de leur état entre guillemets naturel, parce que qu'est-ce que l'état naturel des chevaux depuis le temps? On l'a vu ce matin qu'on est avec eux. Est-ce qu'il vous arrive aussi d'avoir à faire des lectures sur des chevaux qu'on a rapprochés de mode naturel, par exemple, qui n'ont plus de chaussures, qui sont pieds nus? Est-ce que tout est bien? Est-ce que vous êtes aussi confronté à ces choses-là et amené aussi à un dialogue avec d'autres et avec les propriétaires ou les cavaliers? Oui, effectivement, je suis confrontée à ça aussi, puisque c'est vrai qu'il y a un effet de mode. Après, c'est un autre débat, justifié ou pas. Dès l'instant où on reste dans l'individualité, ce qui est important, c'est de bien connaître sa matière première. Hein. Ça veut dire qu'on n'est pas maltraitant quand on met un cheval en haut niveau, si on le connaît bien, si on connaît sa biomécanique, si on connaît son schéma mental, et si on le met dans la bonne conformation, sur les bonnes épreuves, sur le bon terrain, sur les bons concours, le cheval peut très bien s'épanouir et bien fonctionner. Par contre, on peut aussi devenir... maltraitant, non pas par malveillance, mais par méconnaissance. Et en fait, la pire souffrance que les chevaux subissent, en fait, hein, ça va être quand il y a une méconnaissance, ou alors quand on les met dans une fonctionnalité où on vient les mettre dans le rouge parce que ça n'est pas de leur disposition, ou alors qu'on ne prend pas en compte certains paramètres qui sont super importants. Donc c'est vrai que mes lectures, elles sont un peu complémentaires là-dedans. Ça permet de faire un peu un portrait robot du cheval, aussi bien dans son émotionnel que dans son corps, en donnant les points forts, les points faibles, les points forts innés, hein, puisque de façon innée, chaque cheval n'a pas la même biomécanique. Et puis après, il y a les traumatismes acquis qui modifient la biomécanique du cheval. Donc ça, c'est tout un tas de paramètres qui sont à prendre en compte. Il y a des chevaux qu'on va déférer, alors qu'en fait, pour eux, ça va être une souffrance. Et ça va juste être notre motivation à nous de vouloir leur remettre au naturel. Il faut savoir que nos chevaux sont génétiquement super modifiés quand même. Les remettre au naturel, c'est un peu un leurre, parce que de toute façon, dans notre société, s'ils n'étaient pas chevaux de sport, la fonctionnalité qu'on leur donnerait, laquelle ce serait, je ne sais pas exactement. Donc, et puis en fait, c'est vraiment important de se rendre compte que voilà, on leur fait faire des choses qui ne sont pas non plus naturelles. Donc il faut vraiment les aider. C'est un tout. C'est un tout, oui. Très bien, merci. Alors justement, on va poursuivre et poser ces questions et faire peut-être une synthèse avec Isabelle Burgot, vous êtes vétérinaire à l'IFCE. Oui, c'est ça. Mais vous êtes aussi ostéopathe, physiothérapeute, et vous pratiquez l'acupuncture sur les chevaux. Donc, vous allez presque nous faire un exercice de synthèse. Vous faites partie de ces équipes. J'ai déjà envie de vous demander quel est votre métier. Alors, vous êtes à l'IFCE, mais vous êtes aussi en libéral, je crois. En fait, depuis quelques années, donc j'exerce à l'IFCE et depuis quelques années, je fais une journée par semaine. Je suis à 80% et je consacre une journée de mon temps au libéral, quoi. Donc, je me déplace aussi. D'accord. Quel type de chevaux, quelles sont vos missions à l'IFCE? Quel type de chevaux et de cavaliers alors à l'IFCE, donc on a essentiellement des chevaux de sport, donc dressage, CSO, concours complet, voltige. Donc en fait nos matinées sont vraiment consacrées à ces chevaux-là. On est 3 vétérinaires au centre de la clinique donc IFCE Cadre Noir de Saumur, et puis l'après-midi est consacré à des référés, c'est-à-dire que des vétérinaires de la région nous envoient des chevaux pour des examens complémentaires. Donc sur des chevaux de sport, mais aussi des chevaux de course, beaucoup de trotteurs, quelques galopeurs et puis des chevaux de loisirs. Très bien. Alors, vous avez ressenti le besoin, en plus d'être vétérinaire, de compléter votre formation. Vous pouvez nous expliquer pourquoi? C'est compliqué d'approcher un cheval et de le soigner? Alors, ma démarche, en fait, de m'orienter vers ces médecines complémentaires, c'est que je trouvais que je manquais dans ma boîte à outils
de solutions face à certains chevaux. C'est-à-dire quand on était vraiment dans la pathologie, on a toute notre arsenal thérapeutique avec les molécules chimiques, le repos, voilà, tous les soins qu'un vétérinaire peut faire. Après, je me trouvais confrontée, surtout dans ma pratique à l'IFCE, face à des chevaux qui ne sont pas vraiment dans la pathologie, mais où le cavalier commence à décrire que voilà, il y a une baisse de performance, ou mon cheval ne veut plus partir sur le pied droit au galop alors qu'il le faisait bien avant. Voilà, toutes ces problématiques-là. Ça correspond à quoi, ça, justement ? Ça correspond à quoi et quels soins vous mettez en face ? Du coup, ça correspond à... On n'est pas dans le lésionnel, on n'est pas encore dans la vraie pathologie, mais on est dans l'installation de tensions, de contractures musculaires qui font que la posture du cheval va être modifiée, qu'il n'arrive plus à se déplacer avec toute la liberté de mouvement qu'il avait avant, en fait. Donc, il commence à en montrer des symptômes et sur lesquels, en tant que vétérinaire, on est dépourvu, en tout cas sur les premiers signes, je trouve. Alors, comment vous intervenez, justement ? Parce qu'en fait, l'approche, elle est très globale, c'est-à-dire qu'il y a un cheval avec son corps, mais il y a aussi le travail qu'on lui demande et le cavalier, la façon dont il le monte. C'est ça. Comment vous intervenez ? J'envoie le cavalier chez l'ostéopathe. Non, il y a l'interaction, effectivement, entre le cavalier et son cheval. Il y a... En fait, la vision ostéopathique, la vision d'acupuncture, c'est des médecines holistiques où on va faire aussi les liens entre ce dont on parlait ce matin, le corps et l'esprit, l'émotionnel, le corps, l'appareil locomoteur et l'appareil digestif. Donc, ça permet en fait de faire plein de liens et de voir le cheval vraiment dans sa globalité. Est-ce que vous pourriez nous citer un cas de cheval qu'on vous aurait amené comme ça Je vais prendre juste un exemple qui va parler, je pense, à pas mal de monde dans la salle. C'est par exemple le cheval qui commence à avoir mal à l'estomac, donc avec un début d'ulcère ou d'inflammation de l'estomac qui, en fait, déjà va adapter sa posture. C'est comme nous, si on a un viscère qui nous fait mal, inconsciemment, on s'adapte pour limiter les tensions sur la zone qui nous fait mal. Et du coup, dans son schéma corporel, il va travailler différemment, puisque posture différente égale travail différent. Il va aussi commencer à avoir des symptômes, notamment au niveau du sternum, qui est la zone de projection de l'estomac, ou sous l'abdomen, sur un point que les Chinois appellent le point alarme de l'estomac. C'est-à-dire que si on appuie à cet endroit-là, le cheval cherche à taper, parce que le point devient douloureux. C'est des chevaux qui ont souvent aussi des blocages de la région thoraco-lombaire et des blocages vertébraux sous la selle parce que c'est secondaire au problème d'estomac. Et puis après, tout s'enchaîne. C'est le chat qui se mord la queue, c'est-à-dire il a mal au ventre, commence à avoir mal au dos. On rentre dans le cercle vicieux. Le cavalier trouve son cheval maigri, il augmente la ration de concentré qui fait que le cheval a encore plus mal à l'estomac. Et voilà, on s'en sort pas. Donc là, on est dans le cercle vicieux, je dirais. Comment rentrer et comment faites-vous re-rentrer le cheval et l'entourage dans le cercle vertueux ? Il y en a un. D'abord le diagnostic, qui soit vétérinaire, mais aussi en ce qui me concerne ostéopathique ou par le biais de la médecine chinoise et de l'acupuncture. Et puis après, la mise en œuvre du soin avec les mains pour libérer toutes les tensions qui sont en lien avec cet estomac douloureux. Et puis aussi le soin vétérinaire pour soigner la douleur à l'estomac. Et le nutritionniste ou même le vétérinaire qui va conseiller, donner des conseils alimentaires si le cheval en question ne consomme pas assez de foin, une ration de concentré trop riche en amidon. Voilà, c'est encore une fois, moi j'ai plusieurs étiquettes, mais c'est encore une fois un travail d'équipe avec différentes compétences qui vont se regrouper pour améliorer la santé. Oui, je suis complètement en phase et il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, on ne fait pas de miracle, comme je le disais tout à l'heure, et nous sommes dans toutes nos activités terriblement dépendants de ce qui va être fait derrière nous. Donc c'est pour ça que l'important... Derrière vous, c'est le cavalier ? Ça veut dire que le cavalier, l'entraîneur... L'alimentation ? Au niveau de tout, si un cheval sort d'un endroit et qu'il a un protocole de reprise très progressive et que le week-end qui suit ou la semaine qui suit il est déjà engagé dans une épreuve, une compétition ou une course, on se rend bien compte que les choses vont être très compliquées. Donc tous très liés. Oui. Est-ce qu'en amont, justement, vous avez l'impression qu'au niveau des soigneurs, des propriétaires, des cavaliers, les connaissances, finalement, pour être dans le préventif, parce qu'en amont, il y a le préventif aussi, les gens ont des connaissances suffisantes, parce qu'on voit qu'il y a il peut y avoir beaucoup de, je ne sais pas quel terme utiliser, je ne vais pas utiliser le terme d'amour, mais enfin de soins, et puis en cheval de sport, on voit jusqu'à... les couvertures, les vernis, des tas de choses comme ça. Mais finalement, on en fait peut-être beaucoup, pas dans le bon ordre ou pas ce qu'il faudrait. Est-ce que les connaissances fondamentales sont suffisantes chez les cavaliers, chez les propriétaires ? Est-ce que ça évolue ? Alors ça évolue, mais je pense qu'il y a, en fait, avant, le milieu du cheval était quand même un milieu très agricole aussi, ce qu'il l'est encore. Il y a des grandes familles de cavaliers où les gens savent ce que c'est qu'un cheval, ont des parents qui ont élevé des chevaux.
Mais on est quand même confronté maintenant, ça va être un peu caricatural ce que je vais dire, mais avec une jeune fille qui rêve d'avoir un cheval dont les parents lui achètent un cheval. Elle l'aime, elle fait tout ce qu'il faut pour lui, mais elle ne sait pas qu'il faut lui donner telle quantité de foin par jour. Voilà. Souvent, il y a une méconnaissance de la part de ces cavaliers amateurs qui ont envie de faire bien, mais qui n'ont pas toutes les infos. Alors, ils vont beaucoup sur Internet, mais il y a tout et n'importe quoi. Donc, en fait, on aborde ce sujet depuis ce matin, mais un cheval, c'est un herbivore qui a besoin de consommer beaucoup de fourrage, d'herbe ou de foin, et dont l'alimentation complémentaire doit être juste un complément, et pas l'inverse. C'est vrai qu'il y a des écuries où maintenant, c'est 3 kilos de foin et 8 kilos de concentré, et où il y a des pathologies, il y a des frais vétaux énormes. Et voilà, les gens ont des fois du mal à intégrer tout ça et à nous de leur expliquer. Si les fondamentaux ne sont pas là, que ce soit dans l'alimentation avec les fibres ou dans le fait qu'un cheval a besoin de sortir aussi et de ne pas faire juste 400 mètres dans un box tout le temps, s'il n'y a pas ça, en plus, vous m'avez dit, ça peut générer des accidents. C'est-à-dire qu'il y a des accidents qui arrivent qui ne sont pas liés au caractère du cheval finalement. Ils ne vont pas bien parce qu'il y a eu tout un tas d'antécédents dans son système qui finalement ne correspondent absolument pas à ses besoins. Je rebondis aussi sur ce qui a été dit ce matin sur les problèmes de stéréotypie, les chevaux qui deviennent agressifs parce qu'effectivement ils ont mal à l'estomac ou d'autres douleurs, mais aussi parce que leur notion de bien-être, le comportement, les sorties à l'extérieur ne sont pas respectées. Une dernière question. Oui. Donc les élèves qui sont à l'IFCE, vous les avez 3 ans, ils arrivent, ils ont des chevaux attitrés pour différentes activités. Est-ce que vous sentez une évolution dans leur approche du cheval? Oui. Oui, tout à fait. Enfin, je pense qu'ils mûrissent beaucoup, parce qu'ils viennent souvent jeunes. Pour ceux qui suivent le cursus de 3 à 4 ans, ils arrivent à 18 ans à l'école. Et on les sent différents quand ils sortent de l'école dans leur approche du cheval. On y contribue tous, parce qu'entre les soigneurs qui insistent pour le bien-être des chevaux, nous, on leur fait aussi des cours pour tout ce qui est prévention, parasitisme chez le cheval, bien-être. Enfin, voilà, ils ont des cours régulièrement, vétérinaires ou du personnel de la recherche. Tout le monde y contribue. Et je pense qu'ils ont des bonnes bases, en tout cas. Très bien. Donc, une approche globale et vous essayez de la transmettre. C'est ça. Merci. 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 Alors, une question par SMS. Comment réagissent Monsieur Neuzillet et Madame Burgot aux soins prodigués par Madame Cortès? Alors, moi, je veux bien répondre du point de vue diagnostic, parce qu'on a déjà collaboré sur un cheval. Je pense que nous, en tant que vétérinaires, sur tout ce qui est très subtil, par exemple, je vais prendre l'exemple du suspenseur, où c'est pas toujours facile, le cheval n'est pas forcément boiteux, il y a des lésions des fois qu'on ne peut voir qu'en faisant des examens complémentaires dans des centres comme le CIRAL, parce qu'on n'a pas tous les moyens d'avoir ces infos-là. Et on peut avoir des infos intéressantes justement avec Virginie ou avec d'autres personnes dans leur ressenti pour nous orienter et se dire, bon, ben là, peut-être que ça va être intéressant d'orienter nos examens vétérinaires dans une direction ou dans une autre. Thierry Neuzillet. Moi, je me retrouve complètement dans l'intervention de ma voisine, parce que le cheval est un patient très compliqué, il ne parle pas. Donc il faut essayer d'aller comprendre la cause des effets qui nous sont proposés. Donc c'est très important, ça revient à ma visite d'entrée. Il faut essayer de comprendre ce sur quoi on va travailler. On essaye d'obtenir un maximum d'informations et son travail nous donnerait des informations supplémentaires. Je l'encourage à venir à la Belletière quand elle aura le temps. Alors, est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas. Il y a des micros dans la salle. Y a-t-il un suivi longitudinal pour les chevaux comme les sportifs de haut niveau? Oui, notamment dans le milieu des courses. Moi, il m'était arrivé d'avoir la visite des vétérinaires diligentés par les fédérations du trot et du galop, puisque les bons chevaux de l'année précédente sont systématiquement contrôlés. Donc, je signe à la fin un petit procès verbal pour dire que j'ai assisté au prélèvement d'urine, au prélèvement de sang, etc., etc. Oui, il y a dans le sens le suivi longitudinal dopage, oui, il y a. Et moi, je peux répondre pour le cheval de sport. Donc, dans ce qui me concerne à l'IFCE, où pareil, il y a énormément de prévention. Enfin, on est bien équipé maintenant en physiothérapie, avec une plateforme vibrante et qui bouge pour travailler la proprioception. Un appareil de massage, les mains de l'ostéopathe. Enfin, voilà, on a un laser. Enfin, on a pas mal d'outils maintenant à notre disposition et beaucoup de vétérinaires aussi ont ces outils-là à leur disposition pour faire de la prévention.
regarder les chevaux avant et essayer de faire tout le suivi longitudinal pour qu'ils soient compétitifs. Et l'idéal serait, on est à l'époque des méthodes modernes, serait d'avoir un dossier électronique par cheval qui pourrait être consulté par tous les gens qui ont besoin d'intervenir sur le cheval en temps et en heure. Une question, pardon, pour vous, Madame Cortés. Est-ce que votre métier peut s'apprendre ou faut-il avoir un certain fluide? Alors en fait, bon, je sais qu'il y a beaucoup de communicants qui font des stages où ils apprennent visiblement à faire de la communication. J'ai pas du tout la même définition. C'est vrai que moi je travaille un peu toute seule en électron libre sans avoir trop de correspondances. Les correspondances que j'ai, c'est avec les vétérinaires qui sont enclins à écouter mon niveau de lecture et les ostéopathes aussi. Il y en a de plus en plus. Les compétiteurs de haut niveau aussi. C'est vrai que je travaille un peu dans mon coin. On m'a énormément demandé si je faisais des stages, etc. Alors en toute honnêteté et sincérité, je serais complètement incapable de prétendre à vous apprendre quelque chose que je n'ai pas appris moi-même. Mais vous êtes en connexion comme ça avec les êtres vivants depuis que vous êtes toute petite? Oui, alors en fait, je suis pas du tout. Je pense qu'il faut pas avoir peur et puis il faut démystifier les choses. Vous voyez bien que je suis comme vous. Je suis pas une sorcière. Je suis pas venue avec mon balai magique et j'ai pas une verrue sur le nez pour l'instant. Non, je pense que c'est des choses qui c'est vrai que pour moi, c'est tout à fait naturel et c'est mon mode de fonctionnement. J'ai juste appris au fur et à mesure de ma vie que c'était peut-être pas si courant que ça et que tout le monde ne voyait pas les chevaux de cette façon-là. Ma réelle difficulté à moi, c'est de savoir comment vous voyez les vôtres, parce que moi, je les vois à travers mon prisme, avec toutes les choses que je dispatche après à tous les intervenants, et c'est difficile à expliquer et je ne pourrais absolument pas apprendre à qui que ce soit à faire ça. Mais je ne suis pas la seule à le pratiquer par contre. Merci Virginie Cortés, Thierry Neusillet, Isabelle Burgot. Merci de votre participation. Valérie.